l'élément déclencheur qui a amené à créer le mouvement, déjà il faut dire qu'il y a eu tout un contexte qui a caractérisé la naissance du mouvement. La première chose, dans un contexte mondial où il y avait le printemps arabe, où il y avait ce qui s'est passé en Égypte, en Tunisie et tout, il y avait un certain bouillonnement au niveau social et tout. Et dans ce même contexte-là, au Sénégal, il y a eu, dans ce même contexte, c'était un contexte de crise quand même, où la vie était de plus en plus chère pour les citoyens, où en termes de priorisation de la part de l'État et des dirigeants, c'était pas ça. Au même moment où les gens étaient fatigués, le panier de la ménagère se dégarnissait de plus en plus, les gens vivaient dans les autres pluies dans la banlieue, les pouvoirs faisaient parfois dans certains choix en termes d'investissement qui étaient aux antipodes en fait des priorités des citoyens, et au-delà de ça, tout ce qui est scandale financier et malgouvernance. Et pour le cas de Y'en a marre, l'élément qui a déclenché a été les coupures d'électricité à Dakar. Au-delà de tout ce tableau que j'ai peint, on en était arrivé à un moment où le citoyen pouvait rester 24 heures sans être ravitaillé en électricité. Et de cela est né un certain nombre d'émeutes dans les rues de Dakar. À chaque fois que les coupures se prolongeaient, les citoyens sortaient pour brûler des pneus, pour faire de la casse et tout. Ce qui a déclenché la création de ce mouvement, pour ma part, hein, parce que nous venons tous d'horizons divers, nos motivations aussi sont probablement diverses, ainsi que nos convictions. En ce qui me concerne, moi, c'est la manifestation, le meeting que l'opposition avait en fait fait suivre, parce que ça avait commencé sur les réseaux sociaux déjà. Le fameux meeting Blaise dégage, à la suite de l'événement qui a poussé Blaise à quitter son palais, à fuir son palais, puisqu'il a été chassé par sa propre garde, le même RSP. Et donc, le pays, à un moment donné, avait la possibilité de mettre un point final à ce dictat-là, en manifestant sa volonté de ne plus voir Blaise au pouvoir, puisqu'il était déjà quasiment dégagé. Donc plus de pratiquement 3 ans aujourd'hui, que le concept, le projet Filimbi était en train de mûrir. Ce qui s'est passé, c'est très simple, c'est un ras-le-bol. C'est d'abord, la réaction d'une génération. Ce n'est pas un individu, ce ne sont pas quelques individus, c'est une génération. Une génération qui dit, ça suffit, on en a marre, on ne peut plus accepter que la situation actuelle, on ne peut plus accepter la gouvernance actuelle, dont les origines sont connues. C'est la mauvaise gouvernance qui est à la base de ce qui arrive, c'est la mauvaise gestion, ce sont la mise en place et le développement de mauvaises politiques inappropriées, inadaptées, qui fait que le Congo se retrouve aujourd'hui dans la situation actuelle. Le Congo est aujourd'hui dernier dans tout ce qui est développement humain, les différents indicateurs. Le Congo est le dernier dans le respect des règles. Le Congo est le dernier dans tout ce qui touche à la corruption. Finalement, nous sommes en bas de file de plusieurs indicateurs et nous le vivons, nous, au quotidien. Donc, c'est ce qui emmène Filimbi à se mettre en œuvre, à commencer à se mettre en œuvre, 2-3 ans à peu près, où des jeunes de différentes origines, de différents secteurs d'activité. Vous avez là-dedans des activistes, des étudiants, des banquiers que je suis, des entrepreneurs, des indépendants, des avocats, une quinzaine, une vingtaine au départ, qui se sont retrouvés, on dit ça suffit, qu'est-ce qu'on fait pour que les choses changent? Voilà comment Filimbi voit le jour, jusqu'au lancement le 15 mars dernier. C'est en nous remettant face à ce tableau-là qu'on s'est interpellé et on s'est dit quelle doit être notre posture. C'est vrai, nous dénonçons à travers la musique, nous dénonçons à travers les articles et tout, mais est-ce que ça suffit? Est-ce qu'il ne faut pas une autre façon de s'engager? On a dit il faut créer quelque chose qui puisse cristalliser toutes ces frustrations qui se traduisent à travers les pneus brûlés dans la rue et tout. Que ce n'était pas la bonne solution que les jeunes sortent pour brûler le pays. Il fallait quelque chose qui puisse fédérer toutes ces énergies-là et en faire une énergie positive. C'est comme ça qu'on a pensé, quelqu'un a pensé naturellement en parti politique, on a dit non, non justement. Dans ce contexte-ci, la voix de l'opposition politique n'est pas audible auprès des citoyens. Parce que quelque part, ils ont failli à certaines de leurs missions. Et la société civile classique aussi,
qui est dans les séminaires, qui est dans l'observation des élections et tout, mais qui ne prend pas position parfois sur des questions de principe. On dit il nous faut donc un mouvement citoyen où le menuisier se retrouverait, la vendeuse de cacahuètes, l'universitaire, l'étudiant, l'artiste et tout. Donc c'est comme ça qu'est venue l'idée de créer Y'en a marre dans ce contexte-là de crise profonde, mais avec comme élément déclencheur les coupures d'électricité à Dakar. On avait commencé déjà à comprendre ça parce qu'on a participé à plusieurs marches, y compris justement auxquelles ces mêmes syndicats participaient en temps normal avec l'opposition. Et à chaque fois qu'il y avait une possibilité de taper fort, ou notamment de marcher sur le palais, on nous disait non, c'est bon, on s'est bien promené, le président a compris, la mobilisation est un succès, puis tout le monde rentre à la maison. Donc il y a effectivement cette frustration dont Alioune parlait tout à l'heure, c'est une frustration qui a été ressentie par tout le monde. Jusqu'à cette énième tentative-là, où non seulement ils ne se sont pas contentés seulement de boycotter l'événement, ils sont allés jusqu'à faire campagne pour demander à leurs militants, réaliser des spots pour demander à leurs militants de ne pas y aller. Donc naturellement, nous qui sommes des objecteurs de conscience et des effrontés, en tout cas on s'y est présenté. Et moi c'est là où je tenais ma fameuse pancarte Blaise dégage parmi les politiciens et que certains médias ont estimé que j'étais allé trop loin parce que je n'étais plus neutre, je prenais position. Un artiste comme moi qui n'a jamais été neutre, tout le monde connaissait mes positions par rapport au régime de la 4ème République. Donc voilà, donc il y a même un journaliste qui avait titré Smoké, artiste engagé ou vulgaire hypocrite, les fameux serviteurs scribouillards du régime. Donc tout cela m'a décidé au fait de militer dans un autre type d'organisation. Une organisation qui aurait, si vous voulez, une sorte de coudée franche, qui pourrait assumer ses convictions et aller jusqu'au bout de ses rêves, voilà, quoi qu'il en coûte. Donc l'objectif c'est ça, c'est d'engager les jeunes dans ce processus-là pour qu'ils s'assurent en s'engageant que les décisions qui sont prises, qui sont mises en œuvre, bénéficient véritablement à la majorité et surtout répondent aux besoins réels de cette majorité que cette jeunesse constitue. Et pour ça, nous nous disons 3 choses. 1, il faut que ces jeunes connaissent leurs droits. Donc il faut les aider à connaître comment leurs droits, connaissent le fonctionnement de l'État, parce qu'à un moment donné, il faut savoir à quel niveau de responsabilité se trouvent les différents, doivent agir, doivent se prendre les différentes décisions ou se produire les différentes politiques, et puis développer des capacités pour pouvoir agir, influencer, se rassembler, se regrouper, réfléchir, produire et participer à tout ce processus d'élaboration et de mise en œuvre des politiques publiques. Voilà un peu comment nous définissons le mouvement Filimbi. Donc c'est un mouvement et un collectif. Depuis 2010, chacun dans notre coin déjà, nous avions commencé à nous rassembler individuellement. Moi j'avais tenté aussi de rencontrer d'autres groupuscules qui voulaient aussi le départ de Blaise Compaoré. Et on se réunissait en catimini, mais les premières tentatives n'ont pas donné grand-chose. C'était plus de la masturbation intellectuelle qu'autre chose, puisque concrètement, on a tenté d'organiser une marche. Je crois que j'ai fait confiance aux capacités de mobilisation de certains de nos camarades qui étaient un peu trop vaniteux à ce sujet. Donc la plupart des rencontres que nous avons tenté de faire ont capoté. Bon. Entre-temps, on se voyait aussi beaucoup au centre de presse Norbert Zongo, qui était un lieu qui nous rassemblait. Et on parlait déjà de cette fameuse organisation sans vraiment encore l'avoir concrétisée. Et puis il y a eu effectivement le temps de tous ces mouvements, ce fameux printemps arabe. Et puis il y a eu effectivement le succès que Y'en a marre a connu. On a vu tout ce qui s'est passé là-bas. Dans cette même perspective, on s'est dit mais ça serait bien aussi de rencontrer les militants de Y'en a marre qui ont une expérience de leur terrain, etc. Que les politiques, que les gouvernants de nos États arrêtent d'ériger des futilités en priorité et qui remettent le citoyen au cœur de leur action, les préoccupations des citoyens. C'est ça en fait. Et permettre aux citoyens aussi, en dehors des pouvoirs et toute la classe politique et tout qui représente à peine 2% de nos populations,
favoriser l'émergence d'un autre cadre, d'autres dynamiques où s'exprime en fait une certaine citoyenneté. Faire en sorte que la prise de parole dans l'espace public soit désacralisée. Nous, on avait déjà une frange dure du mouvement, avant que le mouvement même se crée, et on menait déjà des actions de barrage de voix toutes les nuits, etc., bien avant la création du mouvement. Les personnes savaient que c'était nous, des types d'actions subversives. Donc, on s'est vu avec Somska le Dia, et puis bon, j'ai dit, lui, il a dit oui, lui, il pensait à un objet, enfin un symbole comme le balai. J'ai dit, mais c'est très bien. J'ai dit, mais le balai tout seul, c'est pas comme ça, ça peut avoir une autre connotation. Rajoutons citoyen pour l'engagement politique, pour que ce soit suffisamment clair aux yeux de tout le monde. L'objectif, c'était de mettre en place une structure qui nous permette de faire du contrôle citoyen. Donc, on se positionnait comme une force de pression sur les gouvernants et sur nos élus, pour les obliger à travailler dans le sens de nos intérêts, et une force de proposition aussi, parce qu'on voulait participer comment on dirait ça, on voulait participer aux propositions tendant à améliorer la gestion de la chose publique et puis le respect des règles du jeu démocratique, ce qui nous semblait important. On ne peut pas édicter soi-même des règles et puis être les premiers à tricher quand ça vous arrange. Donc nous, on voulait se positionner comme un mouvement de contrôle citoyen. La première responsabilité, c'est ça notre conclusion, on peut dire ce qu'on veut, est d'abord la nôtre. Quand je dis la nôtre, c'est celle des Congolais. Et bien évidemment, quand je dis les Congolais aujourd'hui, c'est celle des décideurs et des pouvoirs publics, des leaders politiques, pour dire la vérité. Ce sont les premiers responsables, mais nous, citoyens, sommes également responsables parce que nous leur avons laissé le loisir de faire ce qu'ils ont fait au cours de toutes ces dernières décennies. Et donc, leurs mauvaises décisions, leurs égos, leur manque finalement, pour la plupart, d'amour, je pense, pour le pays, leur manque de vision, tout ça a fait que le pays se retrouve dans la situation actuelle. Une situation qui n'est pas stable sécuritairement, une situation qui n'est pas du tout acceptable économiquement et socialement, et une situation, une société qui est appauvrie, et des citoyens qui ne bénéficient pas des ressources, alors que le Congo a énormément de ressources, ne tire pas profit des ressources du pays. Une minorité de personnes, donc ces mêmes dirigeants politiques qui se sont développés un peu partout, le système qui tire profit au détriment de la majorité des ressources congolaises. Le Congo est l'un des pays, on le dit toujours, potentiellement les plus riches d'Afrique, mais réellement, dans la réalité, l'un des plus pauvres. Donc c'est ça qui est le plus révoltant pour nous, et la responsabilité incombe, je pense, à ceux qui nous dirigent ou qui nous ont dirigés au cours des dernières décennies, qui continuent de nous diriger aujourd'hui, mais également à nous les citoyens, parce que nous n'avons pas joué notre rôle, et c'est là que nous voulons intervenir et que nous intervenons. Il fallait s'organiser vite et bien. Notre slogan, c'était notre nom et notre force. On n'était pas encore assez nombreux à cette époque. Et on avait pour ambition d'avoir 1 à 2 millions de cibales et cibelles à l'horizon 2015 pour pouvoir, en cas d'élection, faire capoter le régime. Donc, pour moi, il valait de soi qu'il fallait effectivement élargir nos possibilités. Donc c'est dans ce cadre-là qu'on a commencé à intégrer d'autres camarades de lutte qui voulaient dans un premier temps que ce soit une coalition. Ce à quoi, après moult discussions, nous avons dit non, ce n'est pas possible. Il faut qu'on soit objectif et pragmatique aujourd'hui. Le balai citoyen est déjà lancé, c'est un mouvement qui est connu, c'est un mouvement qui est populaire, qui est porté aussi par des leaders d'opinion qui sont charismatiques, quoi qu'on dise, en tout cas qui sont connus. Donc on ne va pas aller se perdre dans une histoire de sigle, de coalition, de je sais pas quoi, des trucs qui ne veulent rien dire. On va garder le même logo, le même mouvement, etc. Ceux qui ne peuvent pas s'y intégrer, bon, ben, qu'ils laissent, prendront le train en route. Et donc on a effectivement commencé à travailler avec des structures partenaires, et c'est vrai que là-dedans il y avait des gens qu'on ne connaissait pas très bien. C'est ainsi qu'on a effectivement subi nos premières infiltrations. Parce que là, on s'est rendu compte qu'il y a des éléments qui travaillaient pour les partis politiques de la place que nous connaissons bien. Et ça, c'est par la suite qu'on l'a compris. Donc, on a dû éjecter en cours de route. Et voilà comment le mouvement a été créé.
un cibal étant la signification étant citoyen balayeur, et une cibelle, c'est le féminin de cibale, c'est une citoyenne balayeuse, voilà. Le point d'appui déjà, c'est vrai, on est dirigé par un régime qui a fait 27 ans de pouvoir, qui a commis toutes sortes de crimes économiques et de sang, surtout qui ont marqué les esprits, commençant déjà par Sankara et ses 13 camarades, puis Norbert Zongo et ses 3 camarades, etc. Il y a plus d'une centaine de crimes qui ont été commis par ce régime-là, un régime d'oppression, un régime qui se cachait derrière une apparente démocratie, mais qui mettait la poussière sous le tapis, comme ça existe un peu partout. Nous, on vivait la chose concrètement, et on avait compris qu'il y avait une bonne partie de la jeunesse qui était frustrée, hein, qui avait cette rage, hein, et qu'ils avaient du mal à canaliser, à organiser, voilà, et qui ne se sentaient pas forcément représentés par les partis politiques d'opposition ou d'autres structures de la place, dont c'était le credo, je dirais même le monopole de cette lutte-là. Parce que nous, on a eu à braver ça dès les premiers jours de l'existence du ballet citoyen, lorsqu'on a voulu, par exemple, changer les façons de faire par rapport à l'anniversaire de la mort de Norbert Zongo, casser ce fameux rythme qui consistait à aller faire un dépôt de gerbes de fleurs une fois par an et un meeting une fois par an. On s'est dit, bon écoutez, il faut rompre avec cette monotonie-là, les gens en ont marre. On va faire un sit-in devant le palais de la justice, on va faire comment dirais-je, on va aller à Sapuy, là où le meurtre a été consommé, pour mettre en place une stèle de mémoire et une conférence, etc. Mais dès qu'on a lancé ce programme-là, on s'est fait combattre obstinément par ceux-là qui estimaient avoir le monopole de cette lutte, c'est-à-dire le fameux collectif. Ils nous sont rentrés dedans, on n'a rien compris. Ils nous ont obligés à surseoir à notre activité sous prétexte qu'eux, ils avaient déjà une activité à laquelle on a participé en toute conciliation, et pour se rendre compte que finalement c'était une duperie, parce qu'en réalité ils n'avaient aucun programme, mais ils ne voulaient simplement pas que le nôtre ait du succès. Donc vous voyez, il y a des gens finalement qui ne se battent pas pour que la vérité intervienne, pour que tel ou tel dossier puisse avoir, pour que l'objectif soit atteint, mais simplement pour que le principe de cette lutte-là perdure, pour que en fait ça devienne une sorte de chasse gardée, de possibilité pour eux de monter au créneau et éventuellement de négocier comment on appelle ça, un désintéressement, voilà. Donc on n'avait pas les mêmes objectifs.